Quelque chose a été détecté. Quelque chose a été analysé et ensuite mis sous clé. Pas d'images diffusées au public, pas de données partagées, pas de conférences de presse, rien que le mutisme. Le télescope spatial James Webb l'a visé, l'a photographié, l'a examiné en infrarouge, puis a rangé les résultats sous scellés. Quand on interroge pourquoi même lui n'y a pas encore accès, il faut du temps pour que les données arrivent. Ça leur prendra sans doute 1 ou 2 mois pour rédiger un nouvel article là-dessus. Donc, peut-être début octobre, on pourrait voir l'article. Début octobre. C'est le plus tôt qu'on en saura davantage sur la vraie nature de cet objet. Mais l'objet est déjà là. On se demande donc une fois de plus, s'il n'y a rien d'anormal, pourquoi ces données sont-elles verrouillées? Et pourquoi ça se répète? Ce n'est pas la première fois. James Webb a déjà braqué son objectif sur des entités étranges par le passé, les a enregistrées, et ensuite s'est retranché derrière un mur de jargon technique. Un silence qui n'est pas anodin. Il est calculé, planifié, intégré au fonctionnement même du système. Car, contrairement à ce que croit le grand public, le télescope spatial James Webb n'appartient pas uniquement à la NASA. Il est géré par un consortium de recherche privé, l'Institut de sciences du télescope spatial. Et ceux qui décident de ce qui est révélé ne sont pas ceux qu'on imagine. Ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas transparents. Ce sont des chercheurs, mais aussi des gardiens des secrets. Voici comment ça marche. Chaque année, quelques institutions chanceuses obtiennent du temps d'observation. Elles déposent des demandes, longues et alambiquées, rédigées dans un langage scientifique cryptique, et si elles sont validées, elles accèdent exclusivement aux infos. Oui, un télescope public, des résultats privés. Pendant des mois, voire jusqu'à 1 an complet, seule l'équipe initiale peut consulter ce que James Webb a capté. Elles peuvent publier, dissimuler, opter pour le silence. Et avec 3i Atlas, c'est précisément ce qu'ils ont fait. Une équipe dirigée par Martin Cordinet a soumis une proposition. Elle a été acceptée. Ils ont balayé l'objet en infrarouge, obtenu un cube spectral complet, plus de 40 gigaoctets de données brutes. Et puis ils l'ont bouclé. 3 mois d'embargo, c'est le délai minimal pour ce type d'observation. Et ils en ont profité. Ils auraient pu le rendre public d'un simple clic, mais non. Pourquoi une bande de scientifiques, face à l'un des rares objets interstellaires jamais repérés par l'humanité, opterait-elle pour le secret? Ils argueront que c'est la procédure habituelle, qu'ils ont besoin de temps pour décortiquer, qu'ils méritent la primeur de la publication. Mais ce n'est pas une galaxie lointaine ou une étoile glacée. C'est un visiteur qui traverse actuellement notre système solaire. Et une fois parti, il ne reviendra pas. Est-ce vraiment seulement une question de prestige académique? Ou y a-t-il dans ces données quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à dévoiler? Parce que voilà ce qui cloche. Une autre demande, d'une équipe différente menée par Matthew Pellico, a utilisé le temps du directeur pour observer le même objet, et ces données ont été rendues publiques sur le champ. 2 observations, même instrument, même cible. L'une verrouillée, l'autre libérée. Quelle est la raison de cette disparité? Qu'a vu la première équipe que la seconde a manqué? Ce n'est pas seulement les données qui intriguent. C'est aussi la trajectoire. La plupart des objets interstellaires pénètrent dans notre système comme des vagabonds cosmiques jetés dans un tourbillon gravitationnel, filant à des angles abrupts et imprévisibles. Ils arrivent vite, repartent plus vite encore. Mais 3i Atlas est autre chose. Son orbite est rétrograde, ce qui signifie qu'il va à contre-courant des mouvements de nos planètes. Déjà inhabituel. Mais ça devient plus bizarre. Il est presque aligné sur l'écliptique, à seulement 5 degrés du plan où tourne la Terre, Mars, Jupiter et tous les gros astres. Un tel alignement est statistiquement rare. La plupart des débris interstellaires débouillent en piquets d'en haut ou d'en bas, chaotiques, indomptés. Mais 3i Atlas arrive comme une sonde, plat, stable, précis. Et puis il y a le chemin qu'il emprunte. Mars, puis Vénus, puis Jupiter. 3 rencontres planétaires dans cet ordre exact. Comme s'il inspectait le système solaire interne. Mars, le désert rouge, Vénus, l'enfer couvert de nuages, Jupiter, le géant gazeux. Une visite des extrêmes. Non seulement la séquence est exceptionnelle, elle va à l'envers du flux gravitationnel naturel, sans chuter vers l'intérieur ni se faire happer. On dirait que 3i Atlas a sélectionné son itinéraire. Avi Loeb, astrophysicien de Harvard et agitateur cosmique, n'a pas laissé passer ça. Il a fait les calculs. Il a évalué les probabilités d'une telle trajectoire, avec ce degré de proximité planétaire et ce timing, survenant par pur hasard. 1 sur 20 000. La trajectoire est hautement atypique. Elle suit l'orbite de la Terre. Le calendrier la rapproche de Mars, Vénus et Jupiter.
La probabilité que ce soit une coïncidence? 1 sur 20 000. Et rappelez-vous, ce n'est pas une théorie farfelue vue sur TikTok. C'est Harvard, revu par les pairs, publié, débattu, certes, mais pas balayé d'un revers. Pourtant, la réaction officielle des scientifiques? Silence, haussement d'épaules, rejet. Ils affirment que c'est une coïncidence, que ces objets obéissent aux dynamiques naturelles, pas à une intention. Mais soyons francs, 3 visiteurs interstellaires en seulement 8 ans, après des siècles de vide cosmique. Oumuamua, Borisov, et maintenant Atlas. Chacun avec ses bizarreries. Chacun arrivant en douce, trop rapide à intercepter, trop tard pour s'interroger sur ce qui a changé. Ces objets ont-ils? Les objets interstellaires ont toujours filé sans qu'on les remarque, ou bien entrons-nous enfin dans une zone de la galaxie où ces trucs dérivent plus près? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui rôde encore là-dehors? Parce que ce n'est pas qu'une question de hasard. Il y a un schéma. Le même couloir, le même angle, la même danse. Une comète, c'est imprévisible. Les débris, chaotiques. Mais Troy Atlas donne l'impression d'un trajet planifié, d'une sonde, d'une exploration. Et s'il explore, alors quelqu'un ou quelque chose pourrait bien être en train d'écouter. L'objet est là, en mouvement, et bientôt il disparaîtra. Troy Atlas file à près de 60 km par seconde, assez vite pour s'échapper complètement de l'attraction du Soleil. Sa trajectoire est hyperbolique. Son orbite ouverte. Il ne reviendra jamais. Pire encore, on va bientôt le perdre de vue. Fin octobre, Troy Atlas atteindra son périhélie, le point le plus proche du Soleil. C'est là qu'il sera le plus agité, le plus instable, perdant de la poussière, de la glace, du gaz, dévoilant sa composition interne sous la chaleur solaire intense. Mais on ne le verra pas, car de la perspective terrestre, il se cachera pile derrière le Soleil, occulté, invisible, un blackout cosmique. Pour les télescopes au sol, c'est une zone morte totale. Pour Hubble, qui orbite autour de la Terre, l'éblouissement sera insoutenable. Même Webb, positionné à 1 million de miles au point L2, a des contraintes d'orientation pour ne pas griller ses instruments. Le timing ne pouvait pas être plus mal choisi. On attend des années, des décennies pour des visiteurs interstellaires. Et voilà qu'un arrive enfin, avec assez de luminosité, assez de proximité, assez de mystère. Et on le rate. Juste au moment où il pourrait tout nous révéler, il reste une lueur d'espoir. 2 engins spatiaux déjà en vol se rapprochent de Troy Atlas plus que toute autre chose. La mission Psyché de la NASA, en route vers un astéroïde riche en métaux, le JUICE de l'ESA, cap sur les lunes glacées de Jupiter. Les deux passeront à 0,3 à 0,4 unités astronomiques de l'objet pendant son pic d'activité. Assez près pour l'observer, peut-être l'étudier. Mais voilà le hic. Aucune de ces missions n'a été conçue pour ça. Pour scruter Atlas, il faudrait dévier, consommer du carburant, modifier la trajectoire, risquer l'échec total. En espace profond, chaque manœuvre est un pari. Chaque kilo de propergol, c'est la survie. Alors, vont-ils tenter le coup? Cette décision incombe aux équipes de mission, aux ingénieurs, aux responsables, des gens qui pourraient juger que cet objet ne vaut pas le risque. Mais si c'était le cas? Et si c'était notre unique opportunité de voir un visiteur interstellaire de près? De filmer en direct, d'analyser la poussière, la lumière, la structure, non pas de loin, mais dans l'ombre même de l'objet. Il y a une autre piste, radicale. Avi Loeb a suggéré d'utiliser Juno, qui orbite autour de Jupiter, pour un virage de dernière minute vers Troy Atlas. Sur le papier, c'est faisable. Avec un boost parfaitement timed, Juno pourrait intercepter l'objet début 2026. Ce serait la première fois qu'on pourchasse un visiteur d'une autre étoile. Mais en pratique, le moteur principal de Juno est endommagé. Son carburant est limité, et la mission est déjà au bout du rouleau. La plupart qualifient l'idée de pure fantaisie. Trop risqué, trop tardif. Pourtant, si ça marchait ne serait-ce qu'une fois, ce serait historique. Car une fois qu'Atlas aura dépassé Jupiter, c'est fini. Il s'estompe. Sa chevelure rétrécit. Son spectre se fond dans le bruit de fond de l'espace profond. Et il ne reste plus qu'un point, un fantôme, englouti dans le vide. Et nous, on fixera nos disques durs, en se demandant ce qu'on a loupé. Parce qu'en espace, pas de retour en arrière, pas de seconde chance, juste du mouvement et du silence. Voilà où on en est, avec le télescope le plus avancé que l'humanité ait jamais construit. Braqué sur un visiteur d'une autre étoile. Et qu'est-ce qu'on récolte? Rien. Pas parce qu'il a merdé. Pas parce que les données sont corrompues, mais parce que quelque part, quelqu'un a opté pour le silence. Ils disent que c'est la procédure standard.
que c'est pour les priorités scientifiques, pour laisser les chercheurs publier en paix. Mais ce n'est pas un quasar lointain. Pas une étoile qui naît à 10 milliards d'années-lumière. C'est ici, maintenant, dans notre système. Et le temps file. Les données existent. Les spectres existent. Les cartes infrarouges haute résolution. Elles sont réelles et verrouillées. Peut-être qu'elles ne montrent rien. Juste de la poussière, de la glace, du rocher. Mais peut-être pas. Peut-être que ce que James Webb a capté dans cette signature infrarouge serrée, dans ce pic spectral discret, c'était quelque chose qu'on n'était pas censé voir, ou pas prêt à. Peut-être que ce n'est pas pour cacher les données. Peut-être pour gagner du temps, expliquer, préparer, réécrire l'histoire avant que le public l'entende brute. Parce que si la vérité n'est pas scientifique, si elle est existentielle, si quelque chose est là dehors, pas juste de passage, mais en train d'observer, et si ça dure depuis plus longtemps qu'on imagine, on croyait l'univers calme, vide, prévisible, mais cette illusion s'effrite, et il ne reste que l'inconnu. Alors demandez-vous, si ce n'est pas une entourloupe, pourquoi ça y ressemble tant? Et si le ciel est vraiment muet, pourquoi nous serine-t-on sans cesse de ne pas écouter? Si vous écoutez encore, regardez encore, questionnez ce qui se trouve là dehors, abonnez-vous à l'inconnu cosmique. Laissez une trace, car le silence ne durera pas. Cela perdure à l'infini, et le visiteur suivant risque de ne pas tambouriner à la porte. Musique.